Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information sur Canal 7. Au sommaire de ce journal, la campagne électorale en République du Congo touche à sa fin. Les différents partis politiques en lice jettent leur dernière énergie dans la bataille pour convaincre les électeurs. C'est le Parti congolais du travail, parti au pouvoir qui va avec les faveurs des pronostics. Le recensement général de la République du Sénégal vient de dévoiler ses résultats. Les responsables de l'organisation de ce vaste comptage des populations sont satisfaits du travail accompli. Ils sont désormais 13 807 715 habitants dans le pays de la Teranga. Et puis, Honoski Moubarak, l'ancien président égyptien, va devoir garder son mal en patience. Le verdict de son procès qui devait tomber ce vendredi a été ajourné par le juge qui dit n'avoir pas terminé la rédaction des 2000 pages de son texte. Débutons cette édition d'information en Afrique centrale, plus précisément au Congo. La campagne pour les élections locales bat son plein à moins de 3 jours du scrutin qui a lieu dimanche prochain. La ferveur monte et les candidats se disent confiants. Une partie de l'opposition a décidé de boycotter cette élection, ce qui rend la bataille moins serrée. Quelle est l'ambiance sur le terrain et quels sont les enjeux de cette élection? Roméo Kolia nous en dit plus. C'est la dernière ligne droite des élections locales. La campagne est à son pic. À 3 jours des votes, Brazzaville, la capitale, vibre au rythme des campagnes électorales. Affiches, banderoles, carnaval, rencontres, tout est mis à contribution pour communiquer et mobiliser les militants. Nous sommes venus ici pour soutenir nos candidats du PCT, qui sont nos candidats de notre circonscription Poto-Poto 3. Je suis dans un parti politique. Le PCT, et quand je dis que je vais faire mon devoir, c'est que je viens soutenir mon parti, parce que mon parti a des candidats et je suis obligé d'être là pour soutenir les candidats de mon parti. Pour les candidats de Poto-Poto 3, cette élection revêt une importance capitale. C'est le moment pour nous d'élire justement des conditions, des conseillers locaux qui vont justement garantir justement les différents quartiers de notre arrondissement. Je suis très confiante parce que la population est avec nous, il y a beaucoup de ferveur, il y a beaucoup de volonté. Le 28 septembre prochain, 860 conseillers locaux seront élus. Ces conseillers éliront ensuite les sénateurs et les maires centraux de Brazzaville et Pointe-Noire. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, part favori de cette élection, une élection à laquelle ne participe pas l'opposition dite radicale qui compte les partis de Mathias Nzon, Christophe Mukwege et Clément Mirassa. Les élections locales du 28 septembre 2014, qui ne reposent sur aucune base juridique fiable, sont illégales et seront très fortement truquées, comme toutes les autres élections organisées par le pouvoir actuel. Argument rejeté par la Commission nationale des élections qui garantit un scrutin crédible. En attendant, les partis politiques et candidats en lice multiplient les descentes et espèrent avoir la même mobilisation dans les bureaux de vote dimanche prochain. Au Burundi, le principal activiste pour la lutte contre la corruption s'est fait arrêter alors qu'il entamait une grève de faim de 3 jours pour dénoncer les enrichissements illicites et la violation des libertés publiques. Hortense Iradukunda. Il avait promis de le faire et finalement, il a tenu sa parole. Gabriel Rufyiri, principal activiste dans la lutte contre la corruption au Burundi, a fait une marche solitaire contre l'enrichissement illicite de certaines autorités et contre les violations des libertés publiques. En fait, et je dis en fait, je suis en train d'exercer mes droits. Quelques minutes seulement après avoir entamé la marche au centre de Bujumbura, la police est venue l'interrompre dans sa démarche car, selon eux, il n'a pas eu la permission de manifester. Après plusieurs échanges et le refus de ce dernier d'obtempérer, la police décide de l'embarquer, non pas en prison, mais à son domicile. Je suis tellement indigné. Les libertés publiques sont régies par les conventions internationales, raison pour laquelle, que ce soit à résidence surveillée, que ce soit en prison, c'est toujours la façon de bafouer les droits et les libertés publiques. C'est la deuxième fois que cet activiste qui lutte contre la corruption est empêché de manifester pacifiquement pour dénoncer les enrichissements illicites.
Le Sénégal vient de réaliser son 4e recensement général de la population. Les résultats définitifs ont été communiqués ce jeudi 25 septembre par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Ce recensement entre dans le cadre de la série des recensements des années 2010 initiée par les Nations Unies. 13 508 715 habitants, c'est le tout nouveau chiffre de la population sénégalaise. Avec plus de 49% d'hommes et 50% de femmes, les résultats du dernier recensement général révèlent pour le pays la nécessité de revoir son programme de développement. Toutes les données qui ont été présentées devraient permettre, à mon avis, de voir comment on va suivre et comment on va prendre en compte le dividende démographique dans les politiques publiques. Bon, peut-être l'autre défi aussi, c'est de voir un peu comment on va mettre en place des structures ou des centres de recherche qui vont permettre de vulgariser ces données-là. Réalisé en mars dernier, ce résultat optimal a pu être obtenu grâce aux nouvelles technologies de collecte des données. Cette grande avancée dans la réduction des délais a été pour l'essentiel rendue possible grâce à l'utilisation des ordinateurs ultra portables, des ordinateurs de poche, communément appelés PDA. L'ANSD a en effet choisi cet outil de collecte à la place des questionnaires papier traditionnellement utilisés. En ce qui concerne l'habitat, beaucoup de progrès dans le domaine de la construction ont été notés, rendant la plupart des résidences de plus en plus modernes. Le FMI a approuvé apporter 130 millions de dollars aux 3 pays les plus touchés. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a imploré vendredi l'assistance de prendre les mesures adéquates pour enrayer cette épidémie qui fait rage au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Pour elle, si cette maladie n'est pas maîtrisée dans les temps, elle pourrait effacer les avancées significatives de ces pays. Marina Mendemian. 130 millions de dollars, c'est le montant retenu par le Fonds monétaire international pour aider les pays les plus touchés par le virus Ebola. Une aide d'urgence qui vient s'ajouter au programme d'assistance mis en place par les dirigeants du monde lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU. Selon le partage établi par l'OFMI, 49 millions de dollars seront alloués au Libéria, plus de 41 millions à la Guinée et près de 40 millions à la Sierra Leone. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a rappelé vendredi à son assistance qu'il était nécessaire et important de pouvoir maîtriser cette maladie qui fait rage en Afrique de l'Ouest. Pour elle, si cette épidémie n'est pas enrayée dans les temps, elle pourrait effacer les avancées enregistrées à ce jour. Selon le FMI, Ebola pourrait faire perdre cette année à la Sierra Leone 3,5% à la croissance économique, le Libéria près de 6% et la Guinée 3,5%. Et puis cette réunion des ministres de la Santé de la zone CEMAC qui se déroulait à Libreville, les responsables sanitaires veulent mettre en place un système efficace de riposte contre l'épidémie déclenchée en Afrique de l'Ouest et qui menace de gagner l'Afrique centrale. Ludovic Bitegui. L'émergence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Afrique menace la sécurité de la santé publique régionale et mondiale. Depuis la notification de l'épidémie à l'OMS en mars 2014 par le ministère de la Santé de la République de Guinée, l'OMS et ses partenaires continuent à fournir les conseils et le soutien nécessaire par le déploiement d'équipes d'experts afin de soutenir tous les domaines d'intervention. Partager et avoir un certain nombre d'orientations au sujet de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest depuis quelques mois. Et donc, l'objectif, c'est d'aider les pays à se préparer, à répondre, pour ceux qui ne sont pas encore en épidémie, à répondre efficacement à cette épidémie de la maladie à virus Ebola. C'est dans le cadre de l'appui aux pays de la sous-région d'Afrique centrale qu'un atelier sous-régional d'orientation, soutenu techniquement et financièrement par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, CIS à Brazzaville au Congo, tient ses assises à Libreville du 25 au 27 septembre. Visant à renforcer les capacités de préparation et réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, aux points focaux pays de l'OMS, chargés de la présentation et du contrôle des maladies et les responsables de la prévention. Experts en mobilisation sociale, formation en santé, communication et des cliniciens chargés de la prévention de l'infection. Le
systèmes à mettre en place au niveau de nos formations sanitaires et les équipements de protection individuelle pour permettre au personnel de santé qui, comme vous le savez, sont l'une des cibles, des premières cibles à être contaminées. Notons que les travaux ont été ouverts par Madame le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, Madame Denise Megan, assurant l'intérêt du ministre de la Santé empêché, et du coordonnateur de l'équipe interpays de l'OMS pour l'Afrique centrale. Plusieurs centaines de vols ont été annulés vendredi sur les deux principaux aéroports de Chicago, dont le deuxième plus important des États-Unis, à la suite d'un incendie dans une installation radar avec des répercussions attendues dans le ciel de l'ensemble du pays. Voici le récit. Situé à Aurora, dans la banlieue de Chicago, le centre de télécommunications a été victime d'un incendie ce vendredi. Celui-ci provenait du sous-sol de la salle, a indiqué l'Agence fédérale de l'aviation américaine dans un communiqué en fin de matinée. Nous avons trouvé un homme qui souffrait d'une blessure qu'il se serait lui-même infligée, mais pas avec une arme à feu. Nous avons évacué entre 15 et 30 personnes et éteint l'incendie. Plusieurs vols ont été annulés, voire déroutés à cet effet, par les différentes compagnies aériennes de la place afin d'éviter toutes sortes de perturbations. Un employé sous-traitant a allumé l'incendie. Il ne s'agit pas d'un acte de terrorisme. Un incendie que les autorités soupçonnent de criminel au regard du corps d'un homme trouvé sur les lieux de l'incident qui semblait être automutilé. Les répercussions seront ressenties bien au-delà de la ville de Chicago. Une enquête est donc en cours au niveau fédéral de l'État. Réunis en session extraordinaire ce vendredi, les parlementaires britanniques ont voté une motion présentée par le Premier ministre David Cameron, autorisant la Grande-Bretagne à procéder à des frappes aériennes sur les positions du mouvement État islamique en Irak. Cet engagement de Londres dans la lutte contre le groupe Daesh a toutefois des contours bien définis. Développement de Uriel Abaga. Les députés britanniques ont donné ce vendredi leur approbation au gouvernement dirigé par David Cameron pour effectuer des raids aériens visant l'État islamique en Irak. Au cours de cette session parlementaire organisée dans l'urgence face à l'expansion du groupe terroriste qui épouvante le monde entier, 524 membres de la Chambre des communes ont voté pour la participation de Londres à la coalition militaire internationale, tandis que seulement 43 voix étaient défavorables. Le vote des parlementaires était évident. En effet, le Premier ministre David Cameron s'était déjà assuré le soutien de son opposant travailliste Ed Miliband avant de se présenter à Westminster. 6 chasseurs-bombardiers de la Royal Air Force basés à Chypre vont contribuer au raid de la coalition montée pour combattre l'État islamique. Les opérations menées par le gouvernement de David Cameron se limiteront toutefois à l'Irak et aucun soldat britannique n'interviendra pour les combats au sol qui incombent aux troupes kurdes et irakiennes. La Grande-Bretagne était perplexe au sujet de son implication dans la lutte contre l'État islamique malgré la décapitation il y a 2 semaines de l'humanitaire écossais David Haines. Par ailleurs, un groupe de personnes s'est réuni ce vendredi matin devant le 10 Downing Street, siège de la primature britannique, manifestant contre l'usage des forces aériennes contre Daesh. La baisse du cours du soja sur les marchés internationaux inquiète l'Argentine car les exportations de soja et de céréales représentent une source essentielle de devises pour la 3e économie d'Amérique latine, fragilisée par un ralentissement de son économie. Regardez. La baisse du cours du soja est une situation très inquiétante pour l'Argentine. Celle-ci pourra, selon les analystes, nuire à l'économie du pays d'ici 2015 et sera suivie d'une baisse de revenus en devises estimée à 15% par rapport à 2014. Cette baisse ralentit par ailleurs le rythme de vente de ce produit agricole. Le prix du soja et les autres céréales comme le maïs, le blé a fortement chuté au cours de l'année écoulée. Le soja en particulier se situe à son plus bas niveau ces 4 dernières années. Cela provoque une diminution du rythme des ventes des grains dans le pays. L'écoulement du produit sur le marché se fait normalement en dépit de la baisse des prix qui met en mal les populations. Le pays est dans l'inquiétude totale. Inquiétude sur le plan financier avec la baisse de revenus, mais également sur le plan compétitif avec certains pays tels que la Chine qui exploitent le même produit agricole. La vente du soja est normale, ce sont surtout les prix qui ont baissé. Notons que la chute des revenus agricoles à travers la baisse du cours de soja est une mauvaise nouvelle pour les finances publiques en Argentine, car cela pourrait avoir des répercussions sur le peso, qui affiche une différence de 80% entre son taux officiel et le change parallèle.
Ce samedi, le verdict du tribunal qui juge une nouvelle fois l'ex-président égyptien Hosni Moubarak pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire. Un verdict qui a été reporté pour le 29 novembre prochain. Ludovic Bitégué. Jugé dans le cadre de son procès pour complicité de meurtre de centaines de manifestants durant la révolte qu'il a chassé du pouvoir en 2011, Hosni Moubarak, son ancien ministre de l'Intérieur Habib Al-Adli et 6 autres responsables des services de sécurité sont rejugés pour le meurtre de plus de 800 manifestants au premier jour du soulèvement de 2011. L'ex-président égyptien à la santé fragile à 86 ans, dans un fauteuil roulant et derrière ses habituelles lunettes de soleil, a écouté dans le box grillagé des accusés le juge Mahmoud Kamad Al-Rachidi expliquer qu'il n'avait pas encore assez eu de temps pour rédiger les 2000 pages des attendus de son verdict. Depuis le début, nous avons dit que le dossier était composé de 160 000 pages. Mes collègues et moi-même, à qui on a attribué ce dossier, avons pratiqué à une sorte de documentation et nous avons fait de notre mieux. Lors d'un premier procès, il avait été condamné en juin 2012 à la prison à perpétuité. Mais la sentence avait été annulée pour des raisons techniques et l'affaire rejugée. Le même tribunal devait également trancher dans le cadre d'un autre dossier une affaire de corruption concernant le président déchu et ses 2 fils, Allaha et Gamal. Notons que s'il était acquitté, Hosni Moubarak ne devrait cependant pas retrouver immédiatement sa liberté de mouvement puisqu'il a été condamné à 3 ans de prison dans une affaire de corruption. Ce qui lui vaut d'être en résidence surveillée dans un hôpital militaire du Caire en raison de son état de santé. L'automne d'un film, la ville de Tingir, blottie dans une majestueuse vallée, s'est replongée dans son passé lorsque juifs et musulmans vivaient ensemble dans un Maroc qui accueillait la plus grosse communauté juive d'Afrique du Nord. C'est ici à Tingir au Maroc que le réalisateur marocain Kamel Hakar a projeté son film, replongeant les habitants de la majestueuse vallée dans son passé. Un passé où les juifs et les musulmans vivaient ensemble, car dans les années 1950, le Maroc accueillait la plus grosse communauté juive d'Afrique du Nord, soit près de 300 000 citoyens juifs. Mais pour des raisons d'émigration vers la Terre Sainte et les conflits israélo-arabes, on ne compte plus que 5 000 âmes à nos jours. Près de 400 personnes ont assisté à la diffusion inédite de Tingir, Jérusalem, les échos du Mela, une œuvre qui parle d'un moment très particulier au fin fond du sud-est marocain et qui, selon son réalisateur, développe des thématiques universelles sur l'exil, la perte de l'autre. Replonger toute une communauté dans son histoire passée a pris 5 bonnes années au réalisateur qui pensait que tous les Marocains étaient musulmans. La première fois où j'ai appris qu'il y avait des juifs au Maroc, c'est par l'entremise de mon grand-père. Moi, je pensais que tous les Marocains étaient des musulmans et tout d'un coup, ça m'a ouvert l'esprit, moi qui me sentais un peu une étrangeté, à savoir est-ce que je suis français, est-ce que je suis marocain. J'étais une étrangeté. Quand j'ai découvert qu'il y avait aussi cette autre étrangeté qui vivait ici à Tingir, je me suis identifié à cette étrangeté. 200 personnes, pour la plupart islamistes, avaient manifesté, fustigeant une tentative de normalisation avec Israël lors de la projection de ce documentaire au Festival du cinéma de Tanger, au nord du Maroc. Entre une association citoyenne et le hip-hop, le rappeur camerounais Valsero, à travers ses chansons politiques, interpelle le pouvoir en place, dont la tête est le président Biya, sur l'agonie de sa jeunesse. Roland Djakou. Devant toi, cousin, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. On reconnaît bien le sens de la révolution dans le ton et les textes du rappeur camerounais Valsero. Rappeur à mi-temps, engagé à temps complet, cet artiste, le général, comme on l'appelle depuis un bon moment dans les villes de Douala ou encore de Yaoundé, partage ses journées entre une association citoyenne et le hip-hop. Il chante le ras-le-bol de beaucoup vis-à-vis d'un président au pouvoir depuis près de 30 ans et aussi la corruption, la misère et l'injustice. Dans un pays où 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, le général est déterminé de faire entendre sa voix au sommet du continent pour faire bouger les choses et faire espérer une jeunesse qui, selon ses dernières compositions, agonise. Voilà. Ce qui est secondaire, c'est le rap. Je fais partie des gens qui sont là pour voir si ça va bien ou ça va pas bien. C'est peut-être pour ça que je fais de la musique. Je ne pouvais pas chanter autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Si le Cameroun devient le paradis aujourd'hui, peut-être que je ferai plus de la musique. Diplômé d'une licence et d'un BTS en télécommunication,
Valsero est souvent obligé d'amener le combat de la rue à un niveau supérieur à travers ses chansons. Et cette troisième lettre au président Biya est une source d'espoir pour toute une génération. Du sport à présent avec le derby qui se prépare dans la Ligue des champions de football européenne. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone. Les détails avec Willy Tonangoy de Bambera. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous une nouvelle fois avec l'histoire ce mardi 30 septembre 2014 dans le cadre de la deuxième journée de la phase allée de la Champions League. Le club de la capitale française reçoit le FC Barcelone d'Espagne. Dans le groupe F auquel ils appartiennent, le Barça fait figure de favori, même si le PSG par rapport aux objectifs que sont fixés les dirigeants qataris va être très difficile à manœuvrer. L'entrée en liste des Parisiens dans la compétition les a amenés en terre scandinave où le double champion de France est allé prendre un point face à l'Ajax d'Amsterdam, un résultat qualifié par les dirigeants de contre-performant quand on sait la puissance de feu que constitue l'attaque parisienne. Le Barça a, quant à lui, au cours de sa première sortie face à l'AOPEL Nicosie, a obtenu une victoire dans la douleur de 2-1, ce qui laisse présager une rencontre indécise, d'autant plus que les Catalans vont évoluer sans leur nouvel attaquant, Luis Suarez, suspendu jusqu'au 25 octobre. PSG-Barça, un casting de rêve. Un rêve surtout pour les Parisiens qui courent toujours après une finale de C1. Un rêve aussi pour le Barça qui veut oublier sa saison cauchemardesque de l'exercice précédent. PSG-Barça, un rêve pour le public de voir un face-à-face Ibra-Messi et on ne peut pas rêver mieux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. La campagne électorale en République du Congo touche à sa fin. Les différents partis politiques en lice jettent leur dernière énergie dans la bataille pour convaincre les électeurs. C'est le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, qui va avec les faveurs des pronostics. Le recensement général de la République du Sénégal vient de dévoiler ses résultats. Les responsables de l'organisation de ce vaste comptage des populations sont satisfaits du travail accompli. Ils sont désormais environ 13 807 715 habitants dans le pays de la Teranga. Et puis Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien, va devoir garder son mal en patience. Le verdict de son procès qui devait tomber ce vendredi a été ajourné par le juge qui dit n'avoir pas terminé la rédaction des 2000 pages de son texte. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Tout en vous souhaitant de passer une bonne soirée, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal de 20h. Au revoir.